Les amis, c'est le Grégoire du futur de la vidéo qui est en train d'expliquer la troisième erreur. Cette vidéo, c'est le grand guide ultime 2024 pour en finir avec la tendinite. Mettez-moi un énorme like, mettez-moi le plus beau de votre commentaire pour le référencement parce que cette vidéo, je vous annonce, elle va sauver des genoux, elle va sauver des épaules, elle va sauver votre vie sportive puisque je vais vous donner, sans prétention, une masterclass de la tendinite. Abonne-toi et c'est parti pour comment en finir en 2024 avec une tendinite. Go! Hey salut, c'est Major Mouvement, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vais vous expliquer le top 3 des erreurs qui fait que tu stagnes encore avec ta douleur de tendinite. Ce qu'on appelle aujourd'hui une tendinopathie, à savoir une souffrance au niveau des tendons. On en trouve des tendons à peu près partout dans le corps puisque c'est ce qui permet d'attacher un corps musculaire sur un os. Nos tendons sont des structures qui sont assez durs et qui ont pour capacité d'encaisser une contrainte pour la restituer. Lui, il a une rupture du tendon quadricipital et ça fait super mal. Une tendinite, quand est-ce que ça survient dans notre vie? La plupart du temps quand on fait trop vite, trop fort, trop longtemps sur une structure qui n'était pas prête à encaisser aussi vite, aussi fort, aussi longtemps. C'est pour ça qu'on va retrouver ce type de douleur chez les personnes qui font trop de sport et chez les personnes qui se mettent au sport ou même chez les personnes complètement sédentaires qui, pendant un week-end, ont fait des travaux à la maison. En fait, c'est là où, quand on comprend exactement ce qui crée une tendinite, à savoir des contraintes qui sont supérieures à mes capacités, comment on peut les traiter. Certains d'entre vous, probablement, ont commencé à faire de la course à pied et au bout d'un moment, commencent à avoir une douleur sur la face antérieure du genou ou peut-être même sur le côté. Devant, on va parler de tendinite de genou, de tendinite rotulienne ou de syndrome rotulien. La rotule, le petit os qui est devant le genou et c'est quand on a le tendon devant qui fait mal. Ensuite, on va parfois avoir les douleurs latérales de genou qu'on appelle trois noms compliqués pour parler de la même chose, syndrome de l'essuie-glace, syndrome du fascia lata ou syndrome de la bandelette iliotibiale. Bref, tout ça, c'est pour parler d'une douleur sur le côté du genou et c'est quelque chose que j'ai déjà décrit dans mon deuxième livre. Le lien est dans la description. Mais certains d'entre vous peuvent avoir des tendinites sur les tendons des épaules ou sur les tendons des avant-bras, voire sur les tendons du poignet. Bref, quelles que soient vos tendinites, ça vous gâche un peu la vie parce que lorsque vous allez vouloir faire du sport, vous sentez que vous atteignez une phase de plateau qui va se solver régulièrement par de la douleur. Lorsque vous allez consulter, la plupart du temps, la réponse qu'on vous propose vous emmène directement sur l'erreur numéro 1. Les amis, vous allez voir dans cette vidéo, je vais être un petit peu long parce que la tendinite, c'est un phénomène relativement complexe et je sais que certains d'entre vous n'ont pas forcément envie d'attendre 20 minutes pour tout comprendre sur la tendinite. J'ai donc décidé d'aller directement à l'essentiel avec mon Pranarum qui est justement spécialisé en huile essentielle. Alors si jamais vous ressentez un léger inconfort lors de vos entraînements, que vous ne savez pas quoi faire pour vous échauffer ou qu'après vos entraînements vous sentez que dans vos muscles, dans vos articulations, un petit inconfort peut venir enlever du plaisir ou même diminuer votre assiduité, je vous conseille d'utiliser toute la gamme aromalgique de Pranarum. Alors avec une petite mention spéciale pour le roller muscle et articulation que j'adore utiliser soit après une séance de running sur mes genoux, là quand je viens chercher le petit tendon rotulien, au-dessus au niveau du tendon quadricipital. Et le deuxième truc que j'adore utiliser notamment sur les trapèzes, c'est leur baume traditionnel pour diminuer les sensations de congestion musculaire. Quand on a fait une grosse séance d'entraînement ou même juste après une longue journée de boulot, quand on a cette sensation de congestion musculaire, je trouve qu'un bon massage est une solution rapide et efficace pour diminuer cette sensation désagréable. Sur les liens en description, vous pourrez retrouver l'intégralité des produits et pour ceux qui aiment les huiles essentielles, vous retrouverez aussi des conseils sur comment les utiliser et dans quel cas les appliquer. Et maintenant, on se retrouve pour les 3 raisons qui font que tu traînes encore une tendinite. L'erreur numéro 1, c'est de vouloir traiter la tendinite par le repos. Ça, c'est ce qu'on pensait à l'époque. En fait, comme c'est des pathologies de surcontrainte, il est normal d'avoir une diminution de la douleur lorsqu'on arrête la contrainte, que ce soit du sport ou que ce soit juste un week-end à faire des travaux. Et très honnêtement, quand j'étais en deuxième année de kiné, je suis passé par là. Je m'étais tapé à un moment donné une volonté de devenir meilleur buteur au rugby. J'étais très nul et j'ai passé tout l'été à taper dans le ballon pour pouvoir viser dans les poteaux. J'ai fini avec une tendinopathie du psoas, qui est fléchisseur de hanche. Tout simplement parce que j'ai répété un mouvement sur lequel je n'étais pas habitué. Et quel a été le meilleur traitement? D'arrêter de taper dans le ballon. Et devinez quoi? Ça a plutôt bien fonctionné. Quand on arrête la contrainte mécanique, à savoir l'entraînement sur un tissu, on diminue certes la douleur puisqu'on ne fait plus ce qui faisait mal avant, mais on perd aussi en capacité. Et donc lorsque vous faites un repos trop prolongé, à savoir
au-delà de 15 jours, bah oui, vous allez diminuer la douleur, mais vous allez avoir vos capacités qui vont être diminuées. Et quand vous allez vouloir reprendre, eh bien non seulement vous êtes plus capable de faire ce que vous faisiez avant, par exemple pour de la course à pied, avant vous étiez capable de courir 7 km, mais la douleur apparaissait au bout de 6 km 5 et vous obligeait à rentrer chez vous en boitillant. Vous arrêtez 4 jours et puis là vous retournez courir. Et là, au bout de 6 km 5, la douleur revient. Alors, vous allez arrêter plus longtemps, pendant 15 jours. Sauf que là, c'est plus au niveau de 6 km 5 que la douleur apparaît. C'est au bout de 5 km 5. Du coup, vous dites « Ah, mais c'est pas possible! À chaque fois que je fais du sport, j'ai mal !» Et donc, la réponse qu'on a préconisée à ce moment-là, c'est d'arrêter. C'est con. Parce que le sport, c'est bien dans la vie. Le sport, ça préserve des cancers, des récidives de cancer. C'est à la fois un traitement de prévention et de lutte contre la dépression. Ça permet d'améliorer la qualité de sommeil, ça permet de se sentir mieux dans son corps, de diminuer les risques de neurodégénérescence, de diminuer les risques de diabète de type 2 et d'avoir un bon équilibre entre votre masse musculaire et votre masse grasse. C'est quand même un peu con d'arrêter le sport seulement parce qu'on a eu mal aux genoux. Et pourtant, c'est ce qui est souvent recommandé. On va préconiser du repos et des anti-inflammatoires. Pour peu, on peut vous mettre le petit combo anti-inflammatoire, glace, cataplasme d'argile, étirement et ultrasons. Spoiler alerte, on n'est plus dans les années 80. Aujourd'hui, on a de la data qui nous dit comment est-ce qu'on peut trouver des solutions pour la tendinite. En fait, le traitement aujourd'hui qui est recommandé, il vient des travaux de Jill Cook. Et je vous ferai une vidéo plus longue pour vous expliquer tout l'historique de la tendinopathie aujourd'hui, sur ce fameux format plus tensé, moins tensé, où je vous explique comment est-ce qu'on a les connaissances qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, merci d'être toujours aussi présent. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour ne rien louper. D'ailleurs, active les petites cloches de notification aussi pour ne pas louper de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, le traitement qui est recommandé pour les tendinopathies, c'est la remise en charge progressive. Comme je vous l'avais dit, la douleur vient de faire trop vite, trop fort, trop longtemps sur des structures qui ne sont pas prêtes à encaisser aussi vite, aussi fort, aussi longtemps. Si demain vous voulez courir un marathon, le meilleur moyen c'est de commencer par courir 10 km, puis 11, puis 12 et ainsi de suite, vous avez compris. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait du sport, on met des contraintes mécaniques sur nos structures. Cette contrainte mécanique, par un phénomène de mécanotransduction, va faire que notre muscle va devenir plus endurant, plus fort, plus encaissant à la douleur. Plus encaissant à la douleur. Ça veut rien dire, mais t'as compris. La tendinite, c'est une pathologie de surdosage et donc c'est du coup une question d'équilibre. Ça, globalement, aujourd'hui, ça vous le savez, notamment si vous êtes habitué à ma chaîne YouTube. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous arrivent directement sur cette erreur numéro 2. Vous avez compris qu'il faut remettre de la charge sur une tendinite et vous le faites bien, sauf que ça change que dalle. Que dalle, rien, nada, quechi, walou, peanuts, nothing, niente, nuebela, chocho. Il ne se passe absolument rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Bon nombre d'entre vous, et je suis désolé de vous le dire, traitent une tendinite alors que la douleur que vous avez n'est pas une tendinite. Et ouais, on a une deuxième structure qui peut nous donner des douleurs très très proches, qui ressemblent beaucoup à une tendinite, qui sont les nerfs. Le nerf sciatique, qui passe juste là, qui peut nous donner une douleur au niveau du haut du bassin, au niveau du pli de la fesse, dans les ischio-jambiers, derrière le genou, dans le mollet, sur le tendon d'Achille et même au niveau du fascia plantaire. Donc certains d'entre vous ont des fascites plantaires, certains d'entre vous ont des tendinites d'Achille, certains d'entre vous ont des douleurs type kyste poplité ou des douleurs derrière le genou, certains d'entre vous ont des vieilles lésions des ischio-jambiers qui traînent, certains d'entre vous ont des lésions au niveau de l'insertion des ischio-jambiers au niveau de l'ischion ou de même dans le bas du dos, persuadé que c'est une tendinite, or en fait c'est une douleur sciatique. Auquel cas, comment est-ce qu'on fait pour le savoir? C'est très simple. Mettez-vous dans une position où trouvez le geste qui vous fait mal. Une fois que vous avez identifié votre douleur, je vous invite à faire ce mouvement-là de neurodynamique pour voir si lorsque vous mettez en tension votre nerf sciatique, ça diminue, ça augmente la douleur ou si ça ne change rien. Si lorsque vous mettez en tension votre nerf sciatique, ça augmente la douleur, eh bien ça veut dire très probablement que vous avez un peu des deux, une irritation au niveau du nerf sciatique et peut-être une irritation au niveau des tendons. Si jamais ça diminue, coup de bol, c'était bien en effet une fausse tendinite qui était une douleur au niveau du nerf sciatique et je vous invite à continuer le traitement neurodynamique que vous pouvez faire en début de séance ou lors des phases douloureuses. Et si jamais ça change rien, probablement que c'était pas un problème de nerf et c'était bien une tendinite. La deuxième douleur qui vous piège, c'est celle issue de la cruralgie. La cruralgie, ça peut me donner des douleurs face latérale de hanche, face latérale de genou, face interne de genou ou même au niveau du tibia. Ce qui veut dire que ça peut nous couvrir les tendinites de moyen fessier, les tendinites du fascia lata, les douleurs à l'interne de genou qu'on classifie parfois comme des syndromes rotuliens ou je crois que ça porte un autre nom. La tendinite de la palle d'oie se caractérise par une douleur en haut et sur la face interne du tibia que l'on peut repérer à environ 5 cm de l'extrémité du haut de ce dernier. Là. Bref, donc ça peut nous donner des douleurs à la face interne de genou et ça peut même nous donner des douleurs au niveau du tibia. Donc certains d'entre vous pensent avoir des périostites, ils ont en fait des cruralgies. Et je vous le donne en mille et mille, cette douleur c'est ce que j'ai appelé dans mon bouquin, c'est ce qu'on appelle la fausse douleur de genou. Comment est-ce qu'on fait pour le savoir? Exactement comme pour la douleur sciatique, on met en tension le nerf crural.
Alors là, c'est plus complexe parce que malheureusement, le nerf crural, c'est assez difficile de le mettre en tension. Je vous ai montré 2 techniques. Je vous invite donc, si jamais vous avez une douleur sur ce trajet douloureux, hanche, face latérale de hanche, face latérale de genou, face interne de genou ou même type périostite, de tester 10 à 15 répétitions, soit debout, soit à genoux, et ensuite de voir si jamais ça modifie votre tableau douloureux. Et bien là, c'est quasiment la même chose que pour le douleur sciatique. Si jamais ça améliore vos douleurs, coup de bol, c'était bien une problématique de nerf qui avait l'air d'être une tendinite. Et vous imaginez pas le nombre de patients que je vois qui pensent avoir une tendinite, qui ont tout fait tout bien comme il faut, c'était en fait une douleur de nerf, une irritation. Et enfin, la troisième chose, notamment pour les douleurs d'épaule, je vous invite à regarder cette douleur d'épaule. C'est aussi une douleur d'épaule qu'on pense être une tendinite qui vient en fait d'une névralgie, plexus brachial principalement, avec les techniques qu'on appelle de neurodynamique sur les douleurs de névralgie cervico-brachiale. On est bien, je vous ai montré l'erreur numéro 1, à savoir ça ne se traite pas par le repos. L'erreur numéro 2, bien diagnostiquer une tendinite et ne pas tomber dans le piège de la sciatique, de la cruralgie ou d'une névralgie cervico-brachiale. Et vous me dites, ok Greg, ok, j'ai tout fait tout bien comme il faut, et pourtant c'est bien une tendinite, j'ai éliminé la possibilité que ça vienne du nerf, et on arrive sur les exos les guys. Ce qu'il vous manque, c'est le sweet spot. La recherche du sweet spot. Alors, sur quel exercice ça va dépendre des tendons, évidemment, qui peuvent être incriminés. Par exemple, pour remettre en charge progressivement un tendon de la coiffe des rotateurs, je vous invite à faire des exercices de rotation latérale externe depuis la position décubitus latéral ou des exercices de renforcement à l'élastique. Pour les exercices au niveau du tendon quadricipital, vous pouvez faire différentes variations de renforcement progressif qui sont aussi dans mon bouquin avec du leg extension, avec des fentes progressives et avec des fentes overtoes, sans oublier tout le travail de gamme athlétique et notamment de pliométrie. Pour le tendon d'Achille, on peut proposer un protocole de Stanisch, vrai protocole de Stanisch, à savoir qui va inclure le travail dans toute l'amplitude de mouvement et rapidement avec de la charge et de la pliométrie. Donc ça, c'est sur quel exercice? La deuxième chose, c'est sur quelle quantification de ces exercices. C'est là où ça devient hyper intéressant. Toutes les tendinites ne se valent pas. Certaines tendinites sont très irritables et il semblerait même que certains tendons soient plus irritables que d'autres. Le tendon d'Achille, très irritable. La coiffe des rotateurs peut être très irritable, là où lui, le quadriceps, il encaisse beaucoup mieux. En fait, le critère numéro 1 sur lequel on va se baser, c'est sur votre ressenti. La recherche du sweet spot, à savoir dans quelle quantité de travail vous devez travailler vos tendons en cours de cicatrisation, c'est la suivante. Numéro 1, je vous invite à renforcer vos tendons dans un nombre de répétitions et avec une charge qui va vous permettre de ressentir un léger inconfort qu'on va coter entre 1 et 3 sur 10. Si jamais vous avez un syndrome rotulien, lorsque vous allez faire des fentes, vous allez ressentir un léger inconfort. Par exemple, je vais prendre 10 kg et je vais réaliser 20 reps. Il est donc normal de ressentir un léger inconfort que vous allez essayer de quantifier entre 1 et 3 sur 10. À la fin de ces 20 reps, pour savoir si ces 20 reps, votre corps l'a bien encaissé, normalement cette sensation d'inconfort disparaît. Si jamais cette sensation d'inconfort perdure, c'est que vous avez mis soit trop de charge, soit trop de reps. Très honnêtement, aujourd'hui, il est plutôt recommandé de garder la charge et de diminuer un peu les reps, même si globalement dans la science de l'entraînement, ça revient à peu près la même. C'est-à-dire que si vous passez à 8 kg pour 20 reps ou que vous restez à 10 kg pour 15 reps, globalement, ça revient à peu près à la même chose. Ensuite, la notion d'irritabilité, malheureusement, elle s'accumule. Vous avez fait une première série avec 10 kg, 20 reps, une deuxième série avec 10 kg, 20 reps, une troisième série avec 10 kg, 20 reps, et là, vous sentez que sur la troisième série, ça commence à couiner. Vous avez la possibilité de deload, donc de faire moins de reps ou moins de charge pour rester dans ce scope de 1 à 3 sur 10. Globalement, je vous invite à trouver 3 à 4 exercices qui vont venir travailler autour de la zone. C'est pas complètement con de trouver des exercices agonistes et antagonistes. Je vais faire un exercice sur ma chaîne antérieure, toujours pour le tendon quadricipital, qui va être par exemple du leg extension, du squat, du travail polyarticulaire comme des fentes, ou même du travail un peu plus fun, comme du mountain climber, du burpees, ou même du box jump. Ça, ce sont tous vos exercices 1 et 3, et de combiner ça avec des exercices antagonistes, pour les exercices 2 et 4, sur de la chaîne postérieure ou de la chaîne abductrice de hanche. On va du coup pouvoir travailler ça avec du Chinese plank, du pont fessier, du hip thrust, du travail de mollet, et du travail de gainage latéral. Donc ce qui nous donne une programmation, par exemple, qui va donner ça, 4 séries sur de la chaîne hante avec un nombre de reps compris entre 12 et 20 répétitions sur une base de 10, 20, 30 kg. Un deuxième exercice, chaîne post par exemple, 4 séries,
15 à 20 reps. Sur un troisième exercice, de nouveau chaîne hante, 4 séries, 10 à 15, 20 reps. Et le quatrième exercice, chaîne poste ou chaîne d'abduction de hanche, pareil, 4 à 6 séries, toujours pareil, 15 à 20 reps. C'est intéressant si jamais vous avez la possibilité évidemment de consulter pour trouver des exercices à mettre avant, par exemple d'activation plus spécifique de certains groupes musculaires qui seraient à la traîne. On pense par exemple à de l'automassage, à un peu de neurodynamique ou à de l'activation spécifique et à la fin d'inclure un petit peu de travail de pliométrique. Même si je sais que certains d'entre vous trouvent plus de sens à faire du travail pliométrique avant même de mettre de la charge sur vos tendons. Ça dépend de chacun d'entre vous. Donc on était seulement sur le critère numéro 1, la recherche du sweet spot avec la création d'un exercice. Donc je vous invite vraiment à chercher ce 1 à 3 sur 10. Le deuxième critère qui est recommandé lorsque on veut remettre en charge un tendon, je vous l'ai déjà un petit peu évoqué, c'est faire en sorte que ce 1 à 3 sur 10 s'arrête à l'arrêt du mouvement. Il est normal parfois d'avoir un doute sur votre ressenti. Ok, je ne sais pas trop si ce mouvement il est bon, s'il n'est pas agréable, je ne sais pas trop quantifier la sensation que j'ai, est-ce que c'est du 3 sur 10 ou du 5 sur 10 et ainsi de suite. Ok, arrêtez le mouvement et posez-vous la question, au bout de 15-20 secondes, est-ce que l'arrêt du mouvement arrête ma douleur? C'est le deuxième critère du sweet spot, l'arrêt du mouvement entraîne l'arrêt de l'inconfort. Le troisième critère au niveau du sweet spot, c'est après vos séances, entre 24 et 72 heures après vos séances, il est normal de ressentir un léger inconfort, mais pas de douleur. Vous pouvez ressentir un inconfort qui va être entre 1 et 2 sur 10. Parfois, pour certains d'entre vous, ceux qui n'ont vraiment pas fait de sport pendant longtemps, vous pouvez avoir des courbatures, mais je ne vais pas mettre les courbatures normalement que vous commencez à connaître avec cette sensation d'inconfort qui ressemble plus à vos symptômes. Si lorsque vous avez fait votre séance, vous étiez bien entre 1 et 3 sur l'inconfort, vos douleurs s'arrêtaient après le mouvement, mais par contre, pendant 2-3 jours après, vous avez une sensation douloureuse qui est cotée à 4, 5, 6 sur 10. C'est que même si vous l'avez bien encaissé pendant, vous ne l'encaissez pas bien après, c'est donc un petit red flag. Je vous invite à deload, à savoir diminuer votre nombre de reps, diminuer vos nombres de séries, diminuer votre charge, ou si au cours des 4 exercices, vous en avez identifié un qui était plus irritant que les autres, de l'enlever et de le remplacer. Franchement, à ce niveau-là, les amis, si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est un scandale. Je vous le dis, droit dans les yeux. Si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo et que vous n'êtes toujours pas abonné, je ne sais pas ce que je dois faire. Quatrième point, celui-là est plus subjectif. Je ne veux pas de gonflement de vos structures. Même si certaines structures, c'est intéressant quand elles gonflent, pas de gonflement de vos structures après vos entraînements. Ça veut dire que vous avez poussé trop fort le système inflammatoire. Je vous le rappelle, ce qu'on cherche à faire dans cette étape de traitement de la tendinopathie, c'est de créer une inflammation locale, puisque l'inflammation locale est en fait la première étape à la cicatrisation du tissu. Parce qu'une inflammation, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu d'échange et de nutriments qui permet la régénération de vos tissus. Lutter en permanence contre une inflammation, c'est un peu dommage parce que c'est ce qui permet la cicatrisation. Seulement trop d'inflammation freine la cicatrisation. Comme d'habitude, c'est une question de juste dosage. Donc même lorsque vous mettez en place un traitement, certains d'entre vous peuvent faire du surdosage de traitement. Pour finir, et ça c'est quand même hyper important et je me dois de le mentionner, et que vous voulez aller plus loin, c'est ce que j'évoque dans mon 3e livre sur le comment bien vieillir. Tout ça, je ne vous parle que d'un tissu, mais vous êtes un organisme complet qui répond à d'autres problématiques, notamment celle du stress, ce qui se passe dans votre cerveau qui peut être pro-inflammatoire ou anti-inflammatoire, ce qui se passe dans votre alimentation qui peut être pro-inflammatoire et anti-inflammatoire. Donc si jamais ce 3e livre sur comment bien vieillir et comment bien gérer votre corps vous intéresse, il est aussi dans la description. L'alimentation est aussi clé dans le traitement d'une tendinopathie, l'hydratation est aussi clé dans le traitement de la tendinopathie, le sommeil est aussi clé dans le traitement de la tendinopathie et la gestion du reste de vos entraînements par rapport à votre rehab est aussi clé dans votre tendinopathie. C'est-à-dire que si vous continuez à vous entraîner comme avant, que vous mangez pas mieux, que vous dormez pas mieux, que vous buvez pas mieux et que à ça vous rajoutez en plus des séances d'entraînement pour pouvoir reconstruire votre tendon, vous allez juste augmenter votre quantification du stress mécanique sans augmenter vos capacités de récup. Alimentation, hydratation et repos. Donc pour résumer les amigos, si on doit résumer les 3 erreurs à ne pas commettre si vous souffrez de tendinopathie, la première c'est d'éviter le repos strict et de comprendre que ça passera plutôt par une adaptation de vos entraînements par des exercices adaptés. La numéro 2, c'est de faire la différence entre une douleur d'origine nerveuse, une irritation nerveuse et ce qui a l'air d'être une tendinite. Et pour ça, le mieux c'est de tester les nerfs pour savoir si c'est en lien avec vos symptômes. Et la troisième, c'est cette recherche du sweet spot, à savoir trouver une quantification du stress mécanique qui vous permet à la fois de réadapter votre tendon sans créer plus de dommages et de prendre le pas de recul, à laisser l'erreur numéro 4 bonus sur votre alimentation, votre hydratation et votre repos. Elle était bien cette vidéo. Allez, portez-vous bien
À la prochaine. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à regarder cette vidéo sur la douleur de genou où je rentre un peu plus dans les détails des différents exercices que je peux vous proposer, notamment du travail des chaînes sous-jacentes et sous-jacentes, la hanche et la cheville. Et puis cette vidéo, je sais pas comment mettre, je trouverai le moment, je trouverai l'instant. Allez, ciao.